Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part en Égypte ancienne, mais avec un petit détour initial, si vous voulez bien, par la Grèce, Ah, intéressant. Par où exactement? chez Thucydide. Il avait cette réflexion assez parlante. Il imaginait Sparte détruite. Ses ruines plutôt modestes ne laisseraient jamais deviner sa puissance réelle. D'accord. Et à l'inverse? À l'inverse, Athènes, avec ses monuments grandioses, ses ruines pourraient, elles, faire surestimer sa force passée. Oui, je vois très bien. C'est une excellente image pour poser le problème. Comment on accorde ce qu'on voit, les vestiges matériels, et ce qu'on lit, les récits, les textes. Exactement. Et c'est pile au cœur de notre sujet aujourd'hui en égyptologie. Comment les archéologues, les historiens, comment ils travaillent avec des sources qui, parfois, semblent se contredire. Tout à fait. D'un côté, on a les objets, les bâtiments, les traces dans le sol, l'archéologie, quoi. Et de l'autre, les papyrus, les inscriptions sur les murs des temples, des tombes, les textes. Notre objectif, c'est donc de comprendre pourquoi ces deux types de sources archéologiques et écrites peuvent parfois dresser des portraits si différents de l'Égypte ancienne. Et surtout, comment les spécialistes essayent, malgré tout, de tisser une compréhension plus riche, plus nuancée. On va voir ça avec des exemples concrets et les débats que ça suscite, parfois animés, hein. Un premier point important peut-être, c'est ce que vous disiez sur les trous dans l'information. Oui, c'est crucial. Contrairement peut-être à la Grèce de Thucydide, pour l'Égypte ancienne, il nous manque énormément d'éléments. C'est comme un puzzle avec beaucoup de pièces manquantes. De contexte général, ça rend difficile de réconcilier des faits qui semblent contradictoires entre les textes et le terrain. Exactement. Quand on n'a pas la vue d'ensemble, une apparente contradiction est plus difficile à interpréter. Est-ce une vraie contradiction ou est-ce qu'il nous manque juste l'élément qui explique le lien? Prenons un exemple. Un exemple qui frappe l'imagination, je trouve. Les grandes expéditions égyptiennes. Ah oui, les expéditions minières ou pour chercher des blocs de pierre pour les grands monuments. Voilà. On a des textes, parfois trouvés sur les sites même, qui parlent d'effectifs énormes. Des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Jusqu'à 20 000 hommes même, dès le Moyen Empire. C'est colossal, effectivement. Surtout pour l'époque. Mais, mais le terrain, lui, raconte une histoire un peu différente. Quand on fouille les sites liés à ces expéditions, les mines, les carrières, les pistes, les vestiges matériels de campements permanents qu'on trouve, Oui. C'est quoi comme vestige? ce sont souvent de petites structures, des murets en pierre sèche, des huttes, ce genre de choses. Et ben, ces structures semblent pouvoir accueillir quelques dizaines de personnes, allez, quelques centaines au grand maximum sur certains très gros sites. Donc on est loin, très loin des 20 000 personnes mentionnées dans les textes. L'écart est gigantesque, oui. Ça pose question, évidemment. Mais alors, comment on explique ça? Est-ce que ces bâtiments en dur étaient seulement pour une petite partie de l'équipe? Les cadres, par exemple. C'est une possibilité. On peut imaginer que la troupe, la majorité des travailleurs, logeaient dans des abris plus précaires, des tentes, des huttes en matériaux périssables. Qui n'auraient pas laissé de traces archéologiques durables. Exactement. Le problème, c'est que même comme ça, des milliers, et a fortiori des dizaines de milliers de personnes qui vivent et travaillent pendant des semaines ou des mois au même endroit, ça laisse forcément des traces. Comme quoi, par exemple? Pensez à la quantité de déchets. Où sont les énormes dépotoirs qu'on devrait trouver? Les montagnes de tessons de poterie cassés pour la cuisine, le stockage, la boisson. Les restes de nourriture à très grande échelle. Ossements d'animaux, restes de céréales, de dattes. Et on ne trouve pas ça? Les quelques études spécifiques qui ont été menées sur ce point ne montrent pas une abondance de matériel qui correspondrait à des effectifs aussi importants. On trouve des choses, bien sûr, mais pas dans ces proportions-là, Donc soit les textes exagèrent massivement, ce qui est possible. Pour glorifier l'expédition, le roi, montrer la puissance de l'administration, capable de me mobiliser autant de monde, la propagande, quoi. soit notre compréhension archéologique de ces sites est encore très incomplète. On n'a pas trouvé les bons endroits ou on interprète mal ce qu'on trouve. C'est aussi une possibilité, ou une combinaison des deux. Peut-être qu'on sous-estime la capacité des anciens Égyptiens à ne pas laisser de traces, à utiliser des matériaux très périssables comme des outres en peau, des paniers. Mais quand même, l'écart reste troublant. Ça illustre parfaitement ce fossé possible entre le discours écrit et la réalité matérielle. Pour y voir plus clair, rappelons peut-être brièvement les disciplines qui entrent en jeu ici. Oui, bonne idée. D'abord, il y a l'histoire, avec un grand H. C'est la discipline qui s'intéresse au passé humain dans sa globalité. Événements, société, culture. Traditionnellement, elle s'appuie beaucoup sur les sources écrites. Et en égyptologie, elle a longtemps été la reine, non? Surtout dans certaines traditions académiques, comme en Russie par exemple. Oui, l'histoire textuelle a longtemps dominé. Et puis, il y a l'archéologie. Elle, son truc, c'est d'étudier les restes matériels du passé. Les objets, les bâtiments, les paysages modifiés par l'homme. Et surtout, point crucial, leur contexte de découverte. Exactement. Le contexte, c'est l'information clé en archéologie. Elle cherche à comprendre la vie passée à travers ses vestiges tangibles. Et son importance n'a fait que croître en égyptologie ces dernières décennies. On pourrait aussi mentionner l'anthropologie. Oui, l'anthropologie culturelle, sociale, physique, qui étudie l'humain et les sociétés. Elle est moins centrale en égyptologie dans certains pays, plus présente dans d'autres traditions, notamment anglo-saxonnes. Donc historiquement, on a eu une situation où l'étude des textes, la philologie, a souvent un peu dicté la façon de voir les choses. C'est ce que disaient des chercheurs comme Bussmann ou Kemp. Tout à fait. L'histoire, la culture, la société égyptienne étaient vues principalement à travers le prisme des écrits.
Et ces écrits émanent souvent de l'élite ou sont produits pour elle. C'est une vision partielle, forcément. Et l'archéologie, dans ce schéma, elle servait surtout à quoi? À trouver des illustrations. Un peu ça, oui. Elle servait souvent à illustrer, à confirmer ce que disaient les textes. On cherchait la tombe du roi X, mentionné dans une liste. On essayait de retrouver le temple décrit dans un papyrus. Elle était un peu vue comme une servante de l'histoire textuelle. Plutôt qu'une source d'information capable de proposer une vision alternative, voire contradictoire. Voilà. On ne lui donnait pas toujours ce rôle critique. Un exemple très concret, c'est notre découpage de base de l'histoire égyptienne, les dynasties. Qui vient de listes de rois, comme celle de Manéthon, un prêtre égyptien de l'époque grecque. Précisément. Du coup, un archéologue trouve un tesson de poterie, et son premier réflexe, souvent conditionné par ce cadre, c'est de le dater. Ah, ça c'est typique de la fin de la 5e dynastie. Alors qu'on pourrait inverser la question. Exactement. Qu'est-ce que cette poterie et l'ensemble du matériel archéologique d'un site ou d'une région nous dit en soi, indépendamment des changements de roi à Memphis ou Thèbes? Et là, on a des surprises. Parfois oui. Par exemple, dans certaines provinces égyptiennes, on observe une continuité étonnante de la culture matérielle. Les types de poterie, les formes des tombes, qui semblent complètement ignorer les ruptures politiques décrites dans les textes. Comme la fameuse première période intermédiaire, ce chaos entre l'Ancien et le Moyen Empire. Oui, dans certaines régions, cette période est archéologiquement presque invisible. Le matériel trouvé dans les tombes de la 11e dynastie ressemble énormément à celui de la 6e dynastie. La vie matérielle locale, elle, suivait son cours, apparemment peu perturbée par les changements de pouvoir au sommet de l'État. Ça montre bien que l'archéologie n'est pas juste une illustration, elle peut vraiment venir nuancer, voire contredire les récits basés uniquement sur les textes. Absolument. Et il y a des cas célèbres où elle a carrément corrigé des interprétations historiques. Donnez-nous un exemple. Le cas des tombes des tout premiers rois d'Égypte, ceux de la première dynastie. L'archéologue britannique Emery, dans les années 30 à 50, fouillait à Saqqara, la nécropole de Memphis. Il a découvert d'immenses tombes de vrais palais souterrains datant de cette période. Avec des objets au nom des rois. Oui, il trouvait beaucoup de sceaux en argile avec les noms des premiers pharaons. Donc, logiquement, il a pensé, ce sont les tombes royales, ça paraissait évident. Logique en effet, mais... Mais notre grand archéologue Barry Kemp a repris tout le dossier quelques décennies plus tard, avec une approche purement archéologique, en regardant attentivement comment et où ces noms apparaissaient. Et qu'a-t-il découvert? Il a noté qu'à Saqqara, les noms royaux étaient surtout sur ces sceaux qui fermaient sans doute des jarres ou des coffres, et qu'on trouvait souvent les sceaux de plusieurs rois dans une même tombe. Bizarre pour une tombe royale, non? Oui, on s'attendrait plutôt à un seul roi par tombe. Exactement. Alors qu'à Abydos, beaucoup plus au sud, où d'autres tombes de la même époque étaient connues, les noms royaux apparaissaient sur des objets funéraires plus variés. Et surtout, si on considérait l'ensemble du complexe funéraire, la tombe elle-même, plus les grandes enceintes cultuelles en briques crues qui se trouvaient à proximité, l'échelle était bien plus vaste qu'à Saqqara. Donc l'analyse du contexte archéologique a promis de trancher. Oui, Kemp a démontré de façon assez convaincante que les vraies tombes royales de la première dynastie étaient à Abydos, et que les magnifiques tombes de Saqqara appartenaient en fait à de très hauts fonctionnaires de l'époque, peut-être les gouverneurs de Memphis. L'archéologie a corrigé une interprétation basée en partie sur une lecture un peu rapide des inscriptions. Impressionnant. Autre idée reçue qui a été bousculée par l'archéologie, celle de l'Égypte comme une civilisation sans ville avant le Nouvel Empire. Ah oui, ça c'était une théorie très influente, défendue par de grands égyptologues comme Wilson ou Elk. Ils se basaient sur l'analyse des textes égyptiens, de la terminologie utilisée pour désigner les lieux d'habitation. Et ils ne trouvaient pas l'équivalent de la cité-État mésopotamienne ou de la police grecque? C'est ça. Les textes parlaient de domaines agricoles, de résidences royales, de temples, mais le concept de ville, au sens d'un centre urbain autonome et multifonctionnel, semblait absent ou tardif. Une théorie basée sur la philologie donc. Mais le terrain a dit autre chose, hein? Le terrain a parlé, oui. D'abord, les prospections archéologiques de surface, puis les fouilles systématiques, notamment celles menées par Kemp à Abydos ou par d'autres à Edfou, à Hierakonpolis. Qu'est-ce qu'elles ont révélé? Elles ont mis au jour de grandes agglomérations, souvent fortifiées par des épaisses murailles en briques crues, et ce, dès les tout débuts de l'État égyptien, à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, bien avant le Nouvel Empire. De vraies villes donc. Oui, avec des quartiers d'habitation, des zones artisanales, des bâtiments administratifs, des temples. L'archéologie a clairement démontré l'existence d'une forme d'urbanisation précoce que les textes, pour diverses raisons, ne reflétaient pas ou peu. Encore une fois, le terrain a contredit la théorie textuelle. Un troisième exemple, peut-être plus nuancé. L'arrivée et le règne des Hyksos en Égypte. Oui, les Hyksos, ces souverains d'origine asiatique, levantine, qui ont dominé le nord de l'Égypte pendant la deuxième période intermédiaire, vers 1650-1550 avant Jésus-Christ. Les textes égyptiens, écrits après leur expulsion, par exemple sous la reine Hatshepsut, ou rapportés plus tard par l'historien Manéthon, en parlent comment? Ils décrivent souvent une invasion soudaine, brutale, une conquête militaire rapide qui aurait submergé le pays. C'est l'image classique qu'on en a, mais l'archéologie en est carrément mesure, notamment les fouilles menées à Avaris, leur capitale dans le delta du Nil. Les fouilles d'Avaris, dirigées pendant des décennies par l'archéologue autrichien Manfred Bietak, ont révélé une image très différente. Pas de traces d'une invasion destructrice vers 1650 avant Jésus-Christ.
Ah bon? Alors quoi? Ce qu'on voit, c'est une présence de populations venues du Levant qui s'installe progressivement dans cette région du delta, et ce depuis la fin du Moyen Empire, plusieurs siècles avant la prise de pouvoir Hyksos. Leur culture matérielle, maisons, poteries, outils, tombes, est de plus en plus visible sur le site. Donc plutôt une infiltration lente, une acculturation progressive? Oui, ça ressemble plus à ça. Et la prise de pouvoir politique par des élites d'origine levantine semble avoir été l'aboutissement de ce long processus, plutôt qu'une conquête militaire brutale venue de nulle part. Et pour leur départ, l'expulsion par les pharaons thébains, les textes parlent de reconquête, de destruction d'Avaris. Là encore, l'archéologie est plus nuancée. Bietak et son équipe n'ont pas trouvé de niveau de destruction majeur qui correspondrait à la prise de la ville par Ahmosis, le fondateur du Nouvel Empire. On observe plutôt un abandon progressif du site à cette époque. Donc l'archéologie suggère que l'histoire officielle égyptienne, écrite par les vainqueurs, aurait peut-être simplifié, voire dramatisé les événements. C'est une interprétation très plausible au vu des données archéologiques actuelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de conflit, attention. Mais l'image d'une invasion barbare suivie d'une libération héroïque est sans doute une construction idéologique postérieure. La réalité était probablement faite de relations beaucoup plus complexes, d'échanges culturels, d'intégration et d'une prise de pouvoir politique finalement assez lente. Bien sûr, on pourrait objecter que l'archéologie peut parfois rater un événement, surtout s'il n'a pas été très destructeur. Tout à fait. L'absence de preuve de destruction n'est pas une preuve absolue d'absence de conflit. C'est une limite de l'archéologie. Mais disons que les données d'Avaris nous obligent à questionner très sérieusement le récit textuel traditionnel et à envisager une histoire plus complexe. Au final, ces contradictions entre texte et archéologie, ce n'est pas forcément un problème alors. C'est peut-être même une chance. C'est exactement ça. Loin d'être un signe d'échec, ces tensions sont précieuses. Elles nous montrent que la réalité passée était plus complexe, plus ambiguë qu'on ne le pensait. Un peu comme pour Sparte et Athènes au début. Elles nous invitent à creuser, à chercher une compréhension plus fine en combinant toutes les sources disponibles. C'est une invitation à la nuance en quelque sorte. Tout à fait. Prenons un autre exemple. La formation de l'État égyptien, l'unification du pays vers 3100 avant Jésus-Christ. Il y a eu une hypothèse, basée sur des textes plus tardifs et défendue notamment par l'égyptologue russe Demitchik. Oui, quelle était cette hypothèse? Elle suggérait que l'État centralisé se serait formé en réponse à une crise majeure, notamment des famines récurrentes, dues aux crues irrégulières du Nil. L'État serait né pour gérer les surplus agricoles, stocker le grain et le redistribuer en cas de besoin. Une sorte d'État-providence avant l'heure. C'est une belle idée, une explication fonctionnelle de l'émergence de l'État. Mais qu'en disent les données matérielles? Les os, par exemple? Eh bien, c'est là que ça coince un peu. L'analyse anthropologique des squelettes retrouvés dans les cimetières de la population non élitaire de cette période charnière, fin du 4e, début du 3e millénaire avant Jésus-Christ, Comment entre-t-elle? elle ne montre pas de signes clairs et généralisés de famine majeure ou de stress nutritionnel accru juste avant ou pendant la formation de l'État. On ne voit pas d'augmentation massive des marqueurs d'arrêt de croissance sur les os longs ou des indicateurs de carence grave. Ah, donc pas de grande crise alimentaire généralisée qui aurait poussé à l'unification. Ça semble moins probable, au vu de ces données. Certaines études suggèrent même que l'état nutritionnel moyen aurait pu, paradoxalement, se dégrader légèrement après l'unification. Pourquoi donc? Peut-être à cause de l'augmentation des inégalités sociales. L'État naissant prélevait une partie plus importante des ressources pour financer ses propres projets, monuments, administration, armée, au détriment possible de la population générale. Donc cette fonction de grenier de l'Égypte, de gestion des crises alimentaires par l'État, elle serait venue plus tard. C'est possible. On la voit peut-être mieux à d'autres périodes. Par exemple, durant la première période intermédiaire, justement. Là, on a des textes qui parlent de transfert de grains entre régions et des analyses isotopiques sur des squelettes qui montrent des déplacements de population ou de denrées, suggérant une gestion des crises à une échelle suprarégionale. Mais là encore, une famine courte, 2 ou 3 années de mauvaise crue, mais suffisamment intense pour provoquer un choc politique majeur, est-ce que ça laisserait forcément des traces claires sur tous les squelettes d'une population? C'est la difficulté. Probablement pas. Une crise aiguë mais brève peut être difficile à détecter archéologiquement à grande échelle. C'est un peu comme la fameuse théière de Wassel, difficile de prouver ou d'infirmer son existence ou son absence de manière absolue.